Ne rentrez pas seul. Benjamin Smadja et Laurie Célie vous raccompagnent sur Radio Lac. C'est évidemment l'actualité de ce début d'année, le vaccin contre la Covid-19. C'est un petit peu Covid saison 2. Alors c'est vrai qu'on les attendait, ces vaccins, ils commencent à arriver, Laurie. 2 vaccins qui sont désormais disponibles en Suisse. Les campagnes de vaccination ont donc débuté. Une bonne nouvelle, pour en parler, nous sommes avec le docteur Alessandro Diana. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Vous êtes expert à Infovac, vous êtes chargé d'enseignement à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Alors ça y est, on se fait vacciner, tout va mieux, c'est fini ? Alors, on se fait vacciner, on commence à se faire vacciner et ça ira mieux. Ça va pas être une histoire de 1 mois, 2 mois, 3 mois. On aimerait tous en finir le plus vite possible. Mais non, ça sera pas comme ça. Il n'y a pas que la vaccination finalement ça ne va pas suffire. Non. La vaccination, alors c'est clairement une arme en plus pour mettre à genoux ce virus. On le disait tout à l'heure en antenne, il y a encore quelques mois, au mois de septembre, on disait que si on avait un vaccin pour le mois de mars-mai, on aurait eu de la chance. Franchement, on en a eu de la chance. On a des super vaccins qui marchent à des hauts degrés d'efficacité et de sécurité. Et ça, on les a eus sous le sapin de Noël. Par contre, c'est vrai qu'il y a toute la logistique qui doit suivre. Et on n'a jamais eu ça. On n'a jamais fait des campagnes de vaccination à aussi large échelle. Et moi, je crois qu'on doit être un peu tolérant, on va dire, pour les couacs qu'on a tous entendus. Il y a quelques couacs d'organisation de vaccination, un peu dans tous les cantons, dans toute la Suisse et dans tout le monde. Vous-même qui êtes à Infovac, quel regard est-ce que vous portez là-dessus ? Est-ce que les campagnes se passent bien ? Et puis également, quel regard ont, parce que vous étiez déjà venu nous voir, on est pas mal parlé de celles et ceux qui sont contre les vaccins. Ouais. Est-ce que le regard a un peu changé aussi ? Alors, le regard, disons, de l'hésitation, je dirais, est le même. Je crois qu'il faut vraiment valider, légitimer l'hésitation de ces vaccins, parce que finalement, on a un doute. Moi-même, j'avais des hésitations encore au mois de septembre. Si on m'avait posé la question de ce que je pensais des vaccins mRNA, j'avais quelques doutes. Pourquoi ? Parce que je connaissais pas tout. Et donc aussi, on peut imaginer que l'hésitation de cette vaccination auprès du public, elle est complètement légitime. On n'a jamais eu un vaccin aussi rapidement. En plus, alors c'est une technologie, c'est vrai, de 10-15 ans, mais c'est la première fois qu'on utilise cette technologie vaccin et RNA. Donc il y a toute une constellation qui fait que c'est légitime d'hésiter, c'est légitime d'avoir des doutes. On va rappeler justement comment ils fonctionnent, ces 2 vaccins qui ont été autorisés, on le rappelle, par Swissmedic, 2 vaccins donc de Pfizer-BioNTech et Moderna, des vaccins, vous l'avez dit, à ARN messager. Concrètement, est-ce qu'on arrive à nous donner qu'est-ce que c'est ? Parce que moi j'ai entendu que ça va modifier nos cellules. C'est ça. Est-ce que je vais devenir un mutant ? Non, on va pas devenir un mutant. En fait, quel est le concept ? Avant, les vaccins, on va dire, habituels qu'on a eu jusqu'à maintenant, soit on prenait un virus, par exemple, et on l'atténuait, donc on donnait un virus un peu endormi dans notre corps, donc il se réplique beaucoup plus lentement, ce qui donne le temps à notre organisme à faire des anticorps. Soit, numéro 2, vous purifiez une protéine dans le laboratoire qui vous donne des anticorps, et puis vous, après bien sûr des processus de fabrication, vous le donnez à l'organisme. Ici, qu'est-ce qui est finalement révolutionnaire dans cette technologie ? Prenons le virus du Covid. Le virus du Covid est fait de 27 protéines. C'est 27 protéines assemblées. Ces protéines ont besoin d'un code, c'est-à-dire c'est un code qui dit comment cette protéine doit être faite. Ça veut dire, le code, il s'appelle le messager RNA. Il donne le message à la cellule de quelle protéine il faut faire. Donc en fait, l'ingéniosité de ces vaccins, c'est de dire on a isolé le code mRNA pour la protéine qu'on veut, c'est-à-dire la protéine Spike, la protéine S, c'est celle qui ensuite va donner les anticorps neutralisants. Donc si on reprend l'image, imaginez la cellule humaine comme un œuf. Vous avez le blanc d'œuf, vous avez le jaune d'œuf. Le jaune, c'est le noyau, c'est là où on a tout notre matériel génétique. Le messager ARN instruit notre cellule juste dans le blanc d'œuf, c'est-à-dire dans le cytoplasme. Il ne rentre jamais dans le jaune d'œuf. Ça veut dire c'est incompatible, c'est pas biologique.
un messager RNA ne rentre jamais dans le noyau, donc aucune plausibilité d'une interférence génétique. Et une fois que ce code, alors là c'est le vaccin, c'est que le bout, pas les 27 protéines, mais que un de la protéine S, protégé par une goutte d'huile, on va dire. Et alors, une fois qu'on injecte le vaccin, il rentre dans nos cellules. Le code mRNA va donner l'instruction à la cellule de faire la protéine S. Et ensuite, c'est notre système immunitaire qui fait des anticorps. Et ce code RNA, au bout de 2 jours, il est détruit. On a vu justement pas mal. Ça veut dire que l'organisme va fabriquer lui-même son propre vaccin. On pourrait dire ça. C'est que finalement, c'est notre propre organisme qui produit la protéine virale. Alors, il ne faut pas se leurrer. Quand on est infecté de la maladie du Covid, on fait la même chose. Parce que là, par contre, on a le bagage de tous les 27 codes mRNA qui disent à notre cellule quelle protéine il faut faire. Après, quand ces 27 protéines, elles se trouvent ensemble, elles se réassemblent, elles fabriquent du nouveau virus. Mais effectivement, avec cette nouvelle technologie, on peut dire que nous, on est les producteurs finalement de la protéine S, juste cette protéine qui va nous donner les défenses immunitaires. Aujourd'hui, donc, c'est comme cela que fonctionnent les 2 vaccins qui sont autorisés en Suisse et dans beaucoup d'autres pays. On peut penser qu'un peu plus tard, il y aura d'autres vaccins plus classiques. Est-ce que en Suisse, on a le droit de choisir le vaccin ? Si moi, j'ai envie du Moderna ou d'un qui sera fait un peu plus tard avec un bout de Covid. C'est vrai qu'on aime bien avoir le choix, un peu comme quand on va au magasin, dans le rayon. Alors, je pense que la question est légitime. J'aurais presque envie de dire, pourquoi pas ? Après, il faut dire, qu'est-ce qui est urgent, en fait, maintenant ? L'urgence, c'est de pouvoir préserver la capacité sanitaire. C'est ça qui nous met un peu tous en émoi, que ce soit la santé en elle-même, et puis l'économie et tout le reste. Donc, en fait, l'objectif numéro 1 de santé publique, c'est de proposer cette vaccination, bien sûr, en mode volontaire aux personnes à risque, et là on l'a vu, les plus que 75 ans, les 65 ans, les personnes à risque, pour pouvoir justement soulager la capacité sanitaire. Et je dirais qu'aujourd'hui même, pour ces personnes à risque, qui ont par exemple 5% de chances de mourir, 15% de chances de mourir si vous avez 80 ans, il deviendrait trop dangereux d'attendre un choix plus grand, on va dire, de vaccins, et aussi pour dire pour autant que... parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on les aura. Mais est-ce qu'on aurait le droit de le faire ? Moi, je n'ai pas 75 ans, j'en ai 36. Alors, est-ce que j'aurais le droit peut-être cet été, un peu plus tard, quand ça sera mon tour de me faire vacciner, de dire je choisis celui-là, ou c'est pas une possibilité qui est offerte ? Je pense que ce qui va se passer, si on aura une panoplie, on va dire, de vaccins, qui en plus utilisent des différentes technologies, peut-être même qu'on aura des recommandations de la santé publique ou de nos autorités sanitaires de dire, écoutez, peut-être que maintenant qu'on connaît mieux le profil de ce vaccin, aussi avec l'efficacité, pour vous, en classe d'âge, il semblerait beaucoup plus adopté. Donc ce n'est pas du tout exclu que si, à la fin de l'année ou au milieu de l'année, on aura, je ne sais pas, 4, 5 vaccins à disposition, qu'on pourra se dire, selon la spécificité d'un vaccin, ce vaccin, il serait beaucoup plus adapté pour une personne ou une autre. Les craintes restent nombreuses vis-à-vis de ces vaccins, et notamment les possibles effets secondaires. Oui. Il y en a eu, il faut le reconnaître. Où on en est justement maintenant que la campagne a démarré, on a un petit recul. Alors, on est parti de ces études de phase 3 qui ont étudié l'efficacité et les effets secondaires sur une dizaine de milliers de personnes. Maintenant, je pense qu'on s'approche dans le monde à 30 millions de personnes qui sont vaccinées. Les études, si j'ose dire, continuent, mais elles continuent sur la forme de la pharmacovigilance. C'est-à-dire tout effet secondaire est maintenant dans les radars, disons, de la pharmacovigilance, est relaté par les médias. Et ça va on est en train de construire beaucoup plus d'évidence par rapport à la sécurité. C'est pour ça qu'on a appris que avec le vaccin Pfizer, par exemple, il y a des personnes, on a maintenant 20 ou une trentaine de personnes bien documentées qui ont fait des réactions allergiques sévères. Et ça nous permet, quand on est sur un échantillon de 10 millions de personnes, de voir qu'il y a toujours un risque potentiel, qui soit de 1 sur 100 000, de 1 sur 1 million. C'est-à-dire on attrape aussi les effets secondaires rares. Pour ce qu'il en est de ces effets secondaires rares dont on a mentionné, on sait que quand même ces personnes, elles avaient tous des antécédents
d'allergie grave, même connu à un des composants du vaccin, et que toutes ces personnes, finalement, ont survécu. C'est-à-dire, on a pu traiter la réaction de l'allergie. Et donc, pour le public qui nous entend, parce qu'une allergie grave, ça peut faire peur. Moi, je n'ai pas envie de me faire vacciner et puis d'avoir une allergie. Mais c'est de pondérer finalement le risque que vous avez de la maladie et le bénéfice que le vaccin peut vous donner. Et là, je crois que ça vaut la peine d'en parler d'abord personnellement à son propre médecin traitant, pour savoir aussi dans quelle catégorie je suis si j'ai une allergie. Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Est-ce que je dois prendre juste un comprimé d'un antihistaminique une heure avant? Est-ce que je dois faire la vaccination dans un milieu hospitalier? Et bien sûr, le discours change selon la classe d'âge qui serait le plus à risque ou le moins à risque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un vaccin ne protège pas d'une contamination. C'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup de gens voient ça comme un blanc-seing, c'est-à-dire après, on se fait la bise, on enlève le masque. Non, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Non, on aimerait bien. Bah oui. J'aimerais bien faire la bise au moins à Laurie. Je connais pas encore très bien, mais bon. Ça sera sûrement pas pour cette année. Oh. Non. Alors, après la première dose, si on regarde un peu les chiffres, les personnes qui ont eu la première dose de vaccin, après 2 semaines, on a déjà 50-70% de protection. C'est qu'après la deuxième dose qu'on a ce 95% de protection. Donc c'est clair que quand vous avez eu votre première dose, il faut continuer à avoir les gestes barrières, mais même après la deuxième dose. Parce que ce qui n'est pas encore clair, et ça on le verra justement avec les études, c'est est-ce que ce vaccin protège l'individu de faire le Covid et les complications du Covid, mais est-ce que ce vaccin protège la personne, permet à la personne vaccinée de ne plus transmettre du virus? Ça, on ne le sait pas. Et tant qu'on n'a pas des évidences qui prouvent que, par exemple, la personne vaccinée ne peut plus transmettre, là, je dirais, le discours, il change. Même si, il faut dire que socialement, ça sera difficile de justifier que moi, aujourd'hui, je suis dans cette salle sans masque parce que j'ai été vacciné. Et donc, il y a tout un problème, on va dire, logistique, de certificats. Et puis, vous pouvez imaginer aussi des certificats trafiqués. Et je crois que on est en pleine crise et les gestes barrières, que ce soit le masque quand il le faut, la désinfection des mains et la distanciation, on va dire, interpersonnelle, c'est pour tout le monde, aussi pour les vaccinés. Alors moi, je vais faire mon épidémiologiste à 2,50 francs. Et je le fais justement devant vous, Dr Diana, expert à Infovac, chargé d'enseignement à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Je me dis, ça ressemble à quelque chose de saisonnier parce qu'il y a un an, on avait une version de cette Covid-19 et aujourd'hui, il y a différents variants, anglais, sud-africains, je crois savoir qu'il y en a 2 au Brésil. Donc, on dirait que c'est quelque chose qui est saisonnier. Je suis bon épidémiologiste ou pas? Alors, oui, vous avez... Allez, vous avez, comment dire, il y a une chose qui est passée dans vos radars, c'est de dire qu'on voit que ce virus, il a le potentiel de pouvoir muter. Et il nous rappelle un peu, dans ces mutations, le vaccin de la grippe. On se rattache toujours à ce qu'on en sait. Et on pourrait faire des analogies et de dire, si ce virus il change, finalement, il changerait comme le vaccin de la grippe. Alors, qu'est-ce qu'on sait de plus? On sait que quand même, ce virus mute 2 à 6 fois moins que le virus de la grippe, qu'il est certes plus stable, mais il mute quand même. Et le type de mutation, on l'explique parce que chaque fois qu'un virus passe d'une espèce à l'autre, et là de l'animal à l'homme, il a eu la chance que sa clé, si on ose dire, la protéine spike, qui permet de rentrer dans nos cellules, dans nos serrures, la clé qui était adaptée pour la chauve-souris, il se trouve qu'elle arrivait à entrer dans la serrure humaine. Maintenant, à force de s'exercer, d'aller dans une serrure humaine, le virus, il a affiné sa clé. Donc en fait, la clé, elle rentre beaucoup plus facilement dans nos cellules, ce qui fait que le virus, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on sait, il est plus contagieux, mais il n'est pas encore plus virulent. Jusqu'à présent, avec la variante, la fameuse B117, celle qui a été identifiée en Angleterre, on a des éléments d'évidence que le variant est couvert aussi par le vaccin. Bien sûr, tout est sous la loupe avec les autres variants, parce qu'on ne peut pas exclure qu'il y aura un variant qui échappera au vaccin, mais peut-être là de dire, et notamment avec cette nouvelle technologie des codes des vaccins codants messagers ARN,
Il suffira finalement, au cas où on aura un mutant qui ne répond plus au vaccin, de changer le code de la cellule pour dire à nos cellules il faut faire ce type maintenant de protéine S, et ceci probablement ça va nous prendre 6 semaines. Donc oui, le virus il évolue de son côté, après il fait son travail, mais nous, avec on va dire l'intelligence et la technologie, on court derrière. Donc ça veut dire que si de toute façon au bout d'un moment on aura ces fameux vaccins ARN, c'est-à-dire que s'il faut s'adapter vite, on n'aura pas moyen de faire autrement. Non. Alors voilà, c'est les vaccins ARN, c'est les vaccins aussi vectoriels, on n'en parle pas encore. L'AstraZeneca qui a eu un enregistrement, on va dire, d'urgence, mais probablement on aura en tout cas une panoplie de vaccins qui nous permettront de faire face à ce virus, aux variants actuels et aux éventuels qui devraient muter en échappant aux vaccins actuels. Vous l'avez dit, la vaccination ne fera pas tout. On pourrait avoir d'autres traitements, peut-être à terme. On parle notamment d'un spray nasal qui permet à 99% d'éliminer le virus. Alors, je sais que vous êtes vaccinologue, mais tout de même, qu'est-ce que vous pensez de ces types de traitements qu'on voit apparaître ? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de prévention, à juste titre, les gestes barrières. On parle aussi beaucoup de prévention avec les vaccins, c'est juste aussi. Il ne faut pas oublier qu'aussi il y a beaucoup de recherches justement sur la thérapie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les patients une fois qu'ils sont malades. Alors on a déjà appris, on n'a pas eu besoin d'inventer un vieux médicament qui est la cortisone, la dexaméthasone, pour déjà faire bénéficier à certaines personnes, parce qu'on a compris qu'il y a une phase inflammatoire de la maladie et on peut déjà diminuer jusqu'à 20% de la mortalité à des patients qui auraient besoin d'oxygène, qui devraient se trouver aux soins intensifs, rien que, par exemple, avec la dexaméthasone. Ce qu'on cherche aussi maintenant, qui dit virus, dit antiviral, un peu comme un antibiotique pour les bactéries. Et alors, il y a de la recherche aussi de dire est-ce qu'on aurait un médicament une fois qu'on est infecté pour arrêter la réplication du virus. On n'a pas vraiment d'évidence d'avoir l'antiviral qui fonctionne un maximum. On essaie déjà d'utiliser les autres antiviraux qu'on a utilisés. On a entendu parler du lopinavir, un médicament utilisé de traitement HIV. On a entendu parler du remdesivir. Malheureusement, les études n'ont pas été très, très concluantes. Il y en a encore certaines qui sont en cours. Mais c'est vrai, on travaille aussi sur ce côté-là, parce que je pense que là, on sera plus fort pour mettre à genoux ce virus, c'est de l'attaquer de tous les côtés. Si je reviens à ce que vous nous disiez, à savoir si on est réinfecté, on peut facilement recréer quelque chose. Il n'empêche qu'on serait de nouveau infecté, donc on pourrait recommencer à remplir les lits des soins intensifs. Donc j'ai l'impression que c'est un serpent qui se mord la queue, cette affaire. Alors ça, c'est dans l'éventualité si on devait avoir des grosses mutations. Je pense que vous faites l'analogie à la grippe. On dit, tiens, la grippe change d'une année à l'autre. On n'a pas encore des évidences qu'on a des grands changements. Bon, c'est vrai qu'on a un petit recul de 1 année avec ce virus. Alors oui, il y a des variants. C'est des petites fautes que le virus fait, tout en s'adaptant. Mais il n'y a pas une grosse diversité qui pourrait nous faire présager que chaque année, on doit faire quelque chose, ou que l'année prochaine, les personnes qui ont fait la maladie sont en danger. Mais bien sûr, on va suivre cela. Peut-être ce n'est pas 1 année, peut-être ce temps, il est beaucoup plus élargi. Et plus le temps est élargi, on va dire, s'il devait, c'est tout hypothétique ce qu'on dit, s'il devait y avoir des grosses mutations, ça nous permettrait aussi, nous, de suivre derrière ces mutations-là. Donc 2020, année de la découverte de la Covid-19, 2021, année de la lutte contre la Covid-19. C'est ça, on peut le dire. Et qu'est-ce qu'il en est de 2022 ? Oula, prenez pas trop d'avance, vous me faites peur, docteur Alessandro On en Diana. reparlera après l'été. Avec plaisir. On reviendra faire un point avec vous. Je rappelle, professeur Diana, que vous êtes expert à Infovac, vous êtes chargé d'enseignement à la faculté de médecine de l'Université de Genève et vous êtes excellent vulgarisateur en plus, parce qu'on a très bien compris comment tout cela fonctionnait. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous. Ne rentrez pas seul. Benjamin Smadja et Laurie Célie vous raccompagnent sur Radio Lac.